Quatrième séance, la traduction dans l'histoire littéraire, et nous allons réfléchir ensemble aujourd'hui sur la traduction de Shakespeare. La traduction de Shakespeare est un exemple de dossier de la traduction dans l'histoire littéraire, puisque la traduction de Shakespeare parcourt l'histoire de la traduction et que examiner, par exemple, les traductions en langue française montre l'évolution dans la réception de Shakespeare, réception qui, bien sûr, est soumise aux historicités successives, au contexte culturel de réception successif. Je vous demanderai de suivre ce cours en, en vous renvoyant au PowerPoint intitulé Traduire Shakespeare et que vous trouverez sur la page Amétis. Je commence diapositive numéro 2 par un dialogue. Un matin de la fin de novembre, deux des habitants du lieu, le père et le plus jeune des fils, étaient assis dans la salle basse. Ils se taisaient comme des naufragés qui pensent. Tous deux songeaient, absorbés peut-être par cette coïncidence d'un commencement d'hiver et d'un commencement d'exil. Tout à coup, le fils éleva la voix et interrogea le père. Que penses-tu de cet exil? Qu'il sera long. Comment comptes-tu le remplir? Le père répondit. Je regarderai l'océan. Il y eut un silence. Le père reprit. Et toi? Moi, dit le fils, je traduirai Shakespeare. Peut-être avez-vous reconnu sur les deux photographies les interlocuteurs de ce dialogue. En tout cas, j'imagine que la photo de gauche, elle vous a permis de reconnaître Victor Hugo. Celle de droite, c'est son fils, François Victor Hugo. Les deux sont exilés. Comme vous le savez, Victor Hugo a passé à peu près un quart de sa vie en exil, en disant qu'il était à Napoléon III, dans les îles anglo-saxonnes de Jersey et Guernesey. Sa famille l'a accompagné, dont son fils, et effectivement, le fils, François Victor Hugo, a traduit Shakespeare. Et ce qui est intéressant dans cet extrait hein, que j'ai emprunté au William Shakespeare de Victor Hugo, un immense essai j'y reviendrai, qu'il a écrit sur Shakespeare. Euh, Ce qui est intéressant, c'est la mise en parallèle de, de l'océan et de Shakespeare. Comme si, effectivement, Shakespeare était comparable à un océan. La place de Shakespeare dans la culture occidentale, voire même dans la culture mondiale, était comparable à l'immensité de l'océan. Et donc, il est évident que devant une place aussi conséquente, les traductions vont se multiplier puisque les cultures différentes, les époques différentes vont produire des lectures différentes. C'est ça qui est intéressant quand on étudie la traduction dans l'histoire littéraire, c'est de comparer les lectures différentes qui sont faites du même texte. Toute traduction est une lecture. Et toute lecture est le reflet d'un contexte, d'une situation culturelle précise. Il y a bien sûr la subjectivité du traducteur et de la traductrice, mais cette subjectivité est en lien avec l'esprit d'une époque, les normes culturelles d'une époque, ce qu'une époque est prête à accepter, ce qu'une époque va refuser en termes de valeurs culturelles, telles que en véhicule la littérature.
Je voudrais mettre en parallèle ce fragment, cette petite vignette, avec diapositive numéro 3, une citation de Daniel Mesguich à propos de Shakespeare. Shakespeare écrit pour le présent infini de la scène. C'est en préface de sa traduction de William Shakespeare qui est paru chez Verdier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que Daniel Mesguich est un metteur en scène, à la fois un comédien et un metteur en scène, et que son expérience de comédien, de metteur en scène, accompagne évidemment son activité de traducteur. Et donc, quand il traduit Shakespeare en tant que traducteur, mais aussi bien en tant que comédien et que metteur en scène. Il a d'ailleurs mis en scène ses traductions de Shakespeare. Et c'est intéressant parce que on voit que la fonction de la traduction est liée à l'identité même du traducteur. Daniel Mesguich traduit Shakespeare pour la scène, puisque lui-même va utiliser pour la scène sa traduction. Or, la manière dont il évoque cette scène est intéressante. Le présent infini de la scène. Oui, une scène, c'est toujours au présent. Il y a des comédiens, et dans le même présent des comédiens, il y a des spectateurs. Les comédiens et les spectateurs partagent le présent. Et en même temps, ce présent, il n'est pas que présent, il est infini. Il est reconductible à l'infini. Et donc, il va appeler des traductions comme autant de présents que représentent ces traductions. Je vous renvoie ici au schéma que j'avais utilisé dans mon premier cours, l'histoire conçue comme une suite de présents successifs, et non pas une histoire à la Hegel où un présent X va remplacer un présent Y qui désormais est dans le passé. Shakespeare écrit pour le présent infini de la scène. Et traduire Shakespeare, c'est d'emblée s'inscrire dans cet infini, dans cette histoire illimitée. Illimitée tant qu'il y aura des êtres humains et des traducteurs, des traductrices et des spectateurs, des spectatrices sur notre planète. Ce qui est intéressant, donc, c'est de... Et je le dis parce que je me répète ici, traduire, c'est nécessairement traduire dans la conscience qu'il y a eu des traductions antérieures et qu'il y aura des traductions. Et même si vous êtes la première, le premier à traduire tel texte, vous n'êtes pas la première ou le premier à traduire. C'est-à-dire que même comment dirais-je, votre acte de traduction initial s'inscrit dans une histoire de la traduction. Donc peut-être pas de ce texte que vous êtes en train de traduire, mais dans la pratique même de la traduction. De la même manière que quelqu'un qui se met au piano, même si c'est pour jouer une pièce inédite, ne sera pas le premier pianiste interprétant un morceau de musique sur un piano. Un exemple de cette inscription dans l'histoire, avec un détour. Diapositive numéro 4. Vous reconnaissez l'écrivain photographié, Marcel Proust, et le titre de son œuvre À la recherche du temps perdu. À la recherche du temps perdu, œuvre essentielle de la littérature française, un des phares de la littérature française, qui bien sûr a été traduite, et notamment qui a été traduite en anglais. La première traduction en anglais, diapositive numéro 5, est due à un militaire, traducteur, donc un officier de l'armée britannique, Charles Kenneth Scott Moncrief, qui, entre 1922 et 1930, Proust a traduit La recherche du temps perdu. Et il lui a donné le titre Remembrance of Things Past. Remembrance of Things
past, est-ce une traduction exacte de à la recherche du temps perdu? Il y aura ensuite, suite à cette première traduction, il y aura d'autres traductions qui calqueront le titre original de Marcel Proust. Mais ce qui est intéressant ici, c'est ce décalage. Remembrance of Things Past pourrait être considéré comme une traduction déviante. Je ne parlerai pas d'erreur ou de faute, mais davantage de traduction déviante. Je suis toujours réticent à être trop sévère quant aux traductions et donc à parler d'erreur ou de faute, puisque les normes, les critères par rapport auxquels on pourrait juger de la faute ou de l'erreur sont toujours très variables. Bref, à la recherche du temps perdu, remembrance of things past. On pourrait remarquer que remembrance, donc ce souvenir, donc c'est le remember, la souvenance, pourrait-on dire, la mémoire, en un mot, c'est pas la recherche. Quand vous vous souvenez de quelque chose, quand un souvenir est présent dans votre esprit, eh bien, vous ne le cherchez pas. Donc, il y a là une première divergence. Et puis, of things past, à la recherche du temps perdu. Le temps perdu ou les choses du passé, c'est-à-dire le temps perdu et le temps passé, ce n'est pas la même notion. Encore une fois, il est normal que je me mette à la recherche d'un temps perdu, quelque chose qui a été perdu, je vais le chercher. Il est normal que j'essaie de me souvenir ou que je parvienne à me souvenir des choses du passé. Mais on est dans deux logiques différentes. Pourquoi? Pourquoi alors Scott Moncrief, qui était un excellent traducteur et un excellent connaisseur de la langue française, est allé chercher ce Remembrance of Things Past? Précisément, il est allé le chercher. Il est allé le chercher quelque part. Il est allé le chercher, diapositive 6, chez Shakespeare. Comme vous le savez, Shakespeare n'est pas simplement l'auteur de pièces de théâtre, Hamlet, Macbeth, Othello, etc. C'est aussi un immense poète. Et les sonnets de Shakespeare font partie des chefs-d'œuvre de la littérature occidentale. Et dans le sonnet 30, vous trouvez les deux vers suivants. When to the session of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Quand dans les périodes de pensée douce, délicate et silencieuse, je fais venir à moi la souvenance, le souvenir des choses du passé. Remembrance of things past. C'est ce que Scott Moncrief va utiliser pour traduire Proust. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce n'est pas Scott Moncrief qui a traduit Proust, mais Shakespeare qui a traduit Proust. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Shakespeare a traduit Proust? Énoncé totalement paradoxal. Ça veut dire une chose, c'est que Scott Moncrief, en tant que traducteur, c'est-à-dire, et vous, en tant que traductrice, traducteur actuel ou plus tard, vous êtes aussi des médiateurs, c'est-à-dire que vous devez être sensible à ce que la culture d'accueil, le lectorat d'accueil est capable de recevoir. Vous devez favoriser, à moins que vous sentiez que vous pouvez choquer, mais sinon vous devez favoriser l'introduction dans la culture d'accueil de ce texte qui n'y figurait pas. Et quoi de mieux pour introduire cet auteur inconnu qui s'appelle Marcel Proust, que de se placer sous le patronage de William Shakespeare, qui lui, évidemment, c'est la figure tutélaire de la littérature de langue anglaise. Rien de mieux que Shakespeare pour accueillir Marcel Proust. Et donc, cette présence de Shakespeare, donc la présence de Shakespeare là, est évidente dans l'histoire de la traduction. Sauf que je dois continuer à dérouler l'histoire parce que l'affaire ne s'arrête pas là. Parce que Remembrance of Things Past, Shakespeare lui-même l'a emprunté à un auteur antérieur, à savoir diapositive numéro 7, l'Ecclésiaste, le roi Salomon,
Donc l'Ecclésiaste le Qoheleth en hébreu est un des livres de l'Ancien Testament dans le canon hébraïque, et dans l'Ecclésiaste qui est attribué au roi Salomon. L'Ecclésiaste est celui qui rassemble. On trouve la même idée dans le Qoheleth euh, original ou dans l'Ecclésiaste. Qoheleth fait référence à Keila, c'est-à-dire la communauté. L'Ecclésiaste fait référence à Ecclesia, aussi la communauté, l'Église, etc. Bref, dans la King James Bible, qui est dans l'histoire de la traduction, là, le grand monument de traduction biblique en langue anglaise, et la traduction biblique, je le répète, est un des dossiers importants de l'histoire de la traduction. Et il est des langues où certaines traductions ont cette valeur fondatrice, cette valeur monumentale. C'est le cas de la Bible de Luther en allemand et c'est le cas de la King James Bible en anglais. Or, dans cette traduction, pour le verset 11, du premier chapitre, on trouve There is no remembrance of former things, neither shall there be any remembrance of things that are to come with those that shall come after. Il n'y a pas de souvenir des choses antérieures. Il n'y a pas non plus de souvenir, ou pas plus qu'il y a de souvenir, de choses à venir et qui se joignent et qui viendront après, de choses à venir et de celles qui viendront après. Donc, vous retrouvez le remembrance of former things, remembrance of things. On est très très proche, évidemment, chez Shakespeare, du remembrance of things past. Donc, d'une certaine manière, ce sont le roi Salomon et Shakespeare qui ont accueilli dans la langue anglaise Marcel Proust. La référence à la King James Bible est peut-être moins immédiate pour tout lecteur anglophone, mais la référence à Shakespeare, elle est immédiate. Donc Shakespeare, que nous connaissons, diapositive numéro 8, ou que nous ne connaissons pas, puisque, comme vous le savez, malgré quelques, entre guillemets, preuves iconographique, l'identité de Shakespeare est encore matière à controverse. Et je vous invite à vous informer sur cette identité non établie de Shakespeare. Pourtant, on traduit Shakespeare et d'une certaine manière, en traduisant Shakespeare, on lui donne une identité. Et c'est ça qui est intéressant. On, on s'aperçoit euh, que la traduction a aussi une influence sur l'original. Euh, Encore une fois, l'identité de Shakespeare, elle est matière à discussion. Mais quand je fais paraître ma traduction, c'est une traduction de Shakespeare. Donc, d'une certaine manière, j'atténue le débat sur l'identité et je lui donne une identité. Shakespeare, je le traduis de l'anglais, donc c'est un auteur de langue anglaise. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans l'histoire de la traduction littéraire, c'est le fait qu'une traduction a aussi une influence sur le texte original. Shakespeare, donc, un des grands dramaturges de euh, de la, du théâtre occidental, du théâtre mondial, Shakespeare a très très rapidement été traduit en français. Je vous donne diapositive numéro 9, une première liste de traductions françaises, le 18e, le 19e siècle, Pierre-Antoine de Laplace qui traduit 10 pièces de Shakespeare, suivi par Pierre Le Tourneur. François Guizot, c'est l'œuvre complète, les œuvres complètes de Shakespeare, le théâtre complet, traduit par Guizot sur la base du travail de Le Tourneur, et puis également le théâtre complet par Benjamin Laroche. Donc là, on est passé au 19e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que
le travail de Laroche est introduit par un essai, une préface d'Alexandre Dumas. Donc c'est un écrivain de langue française, un des grands écrivains de langue française, qui va préfacer, qui va introduire le Shakespeare dans la culture française. De la même manière, pour les œuvres complètes de la traduction donc de François Victor Hugo, c'est également l'immense écrivain qui est Victor Hugo, dont nous avons déjà rencontré tout à l'heure, qui en fait la préface. D'autres traductions qui se veulent complètes avec Montaigu en 67, et puis cela continue au XXe siècle, diapositive numéro 10, plusieurs traductions, je signale comme ce qui est signalé comme une des meilleures, c'est le dialogue de Yves Bonnefoy, un des poètes majeurs de langue française du XXe siècle, qui est également traducteur et qui a traduit et qui est traduit Shakespeare. Evans, Léris, Fleischer, d'autres encore. La Pléiade avait une première édition des traductions de Shakespeare, où on trouvait des traductions dues à André Gide, par exemple, mais la Pléiade, depuis 2002, relance une nouvelle traduction de Shakespeare sous l'autorité de Jean-Michel Desprats. En parallèle, c'est André Markovitch, immense traducteur du russe, de Dostoïevski, de Tchekhov, d'autres encore, qui va lui aussi se lancer dans une nouvelle retraduction de Shakespeare. Donc on voit cette présence de Shakespeare la, dans dans la littérature de langue française, dans la littérature traduite en langue française. Il y a également une considération importante pour nous, c'est traduit-on tout le théâtre complet ou traduit-on des pièces isolées? Dans la diapositive 11, j'ai reproduit ce tableau qui montre comment les alternes des traductions isolées, par exemple 1783, 1769 Hamlet, 83 Le Roi Lear, Macbeth en 84, et des traductions plus globales, Pierre Le Tourneur, Shakespeare traduit de l'anglois en 20 volumes. Et puis ensuite d'autres traductions isolées, etc., etc. Donc il est intéressant par rapport à l'histoire de la traduction littéraire, considérer aussi si il y a une traduction isolée de telle œuvre due à tel auteur, ou bien la conscience qu'il est nécessaire de traduire l'ensemble. Et si cette conscience est là, eh bien, le traducteur va se lancer dans cette entreprise-là. Et un traducteur va se lancer dans cette entreprise-là parce qu'il a conscience de la nécessité de traduire l'ensemble. C'est une question traductologique fondamentale. Est-ce que je dois traduire l'ensemble d'une œuvre pour traduire un auteur, ou est-ce que traduire un auteur, ça peut être traduire euh, une œuvre singulière? Euh, la question est une question traductologique fondamentale. Et l'histoire de la traduction nous permet de répondre à cette question. Euh, la traduction de Shakespeare comme révélatrice d'un euh, d'un d'un état d'esprit propre à une culture donnée dans une situation historique donnée. Je vous propose de parcourir ensemble 6 exemples du traduire ou ne pas traduire. Bien sûr, vous avez deviné du être ou ne pas être, to be or not to be. Le
To be or not to be de Shakespeare. Donc c'est bien sûr Hamlet qui parle. Et même si on n'a jamais lu Shakespeare ou on n'a jamais assisté à une représentation de Shakespeare, je crois qu'on connaît cet énoncé, to be or not to be. Euh, on peut le voir traduit au long de l'histoire et les traductions sont révélatrices d'un état d'esprit. Donc, diapositive 12, donc cette paraphrase que je m'amuse à partager avec vous, traduire ou ne pas traduire. 6 versions du to be or not to be. Première version qui va nous intéresser, euh, diapositive numéro 13, et à chaque fois, j'ai précédé, j'ai fait, oui, oui, j'ai fait précéder la traduction d'une considération traductologique de la part du traducteur pour mettre en lien sa position sur la traduction, donc sa théorie de la traduction, avec sa pratique de la traduction. Alors, je commence par un traducteur prestigieux, Voltaire. Voltaire qui livre en 1776, donc on est au XVIIIe siècle, une traduction de Shakespeare, du Hamlet de Shakespeare. C'est le XVIIIe siècle d'un certain goût à la française, d'un certain classicisme, d'une recherche de l'harmonie, d'une recherche de l'équilibre des contraires. Euh, 1776, Voltaire donc prévient, ne croyez pas que j'ai rendu ici l'anglais mot pour mot. Malheur aux faiseurs de traduction littérale qui, en traduisant chaque parole, énervent le sens. Énervent le sens, c'est-à-dire vont euh, enlever les nerfs du sens. Souvent, on est dans l'acception étymologique, c'est-à-dire vont faire perdre la vivacité du sens. C'est bien là, continue Voltaire, qu'on peut dire que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Donc encore un énoncé classique qui remonte à, à un postulat idéologique très précis. C'est la position paulinienne dans l'instauration du discours de la chrétienté. Saint Paul est celui qui va théoriser la manière dont le christianisme peut servir de modèle sociétal. Et c'est notamment lui qui, pour s'écarter de ce qu'il considère comme la ritualisation servile du judaïsme, va rompre avec le rituel pour défendre une position de la spiritualité avant tout. Et ensuite, bien sûr, ça a été repris en matière traductologique, cette idée-là, pour la défense d'une traduction faite non pas littéralement, mais faite d'après le sens du texte. Bref, Voltaire, voilà ce qu'il nous propose. To be or not to be, that is the question, qui donne, il faut choisir et passer à l'instant de la vie à la mort ou de l'être au néant. To be or not to be, un verbe, énoncé positivement, énoncé négativement, qui devient chez Voltaire une double proposition exprimée avec des substantifs, de la vie à la mort, de l'être au néant. On passe à la philosophie. On était avec Shakespeare dans l'existentiel, mais cet existentiel est considéré par Voltaire comme empêchant le développement de ce qu'il considère être le message de Shakespeare, et donc Voltaire, qui lui cherche le sens, et donc ne se soucie pas de la parole, il cherche le sens, il passe au concept de la vie à la mort, de l'être au néant.
avec aussi ce glissement. That is the question. Il faut choisir. Chez Shakespeare, dans l'original, il n'y a pas question de choix, mais d'un questionnement. Et il est évident que pour Voltaire, la réponse est dans l'énoncé. La vie à la mort, l'être au néant, la vie et l'être sont préférables à la mort et au néant. Donc, en étudiant le détail de la traduction de Voltaire, je vois tout l'état d'esprit de ce XVIIIe siècle philosophe qui cherche avant tout à isoler de l'histoire des dispositifs significatifs, bref, à trouver du sens. Le sens, c'est ce qui importe pour Voltaire. Diapositive suivante, la diapositive 14, on est quelques années plus tard. Et quelques années plus tard, donc dans cette même période historique, le tourneur, lui, estime que le Shakespeare doit être respecté dans ce qu'il est, dans sa nature, et que le lectorat français et le public français est prêt à le recevoir. Ce monologue, écrit le tourneur, ce monologue célèbre d'un homme agité par des désirs contraires et accablé de la grandeur de ses projets, est plus lié dans l'âme du personnage qui parle que dans ses paroles. Voici la succession de ces idées et comment un sentiment engendre l'autre. Il parle d'idées, il parle de sentiments, il parle de l'âme, et pourtant, il va traduire de manière littérale. To be or not to be. Être ou ne pas être, c'est là la question. Donc, dans une période historique euh, donnée, deux options sont ouvertes et Voltaire estime que lui, qui est le représentant de la culture de son époque, qui est le grand penseur de son époque, va travailler sur le texte de Shakespeare. Le tourneur, avec une certaine modestie, lui, va être fidèle à l'auteur original. Diapositive numéro 15, bien, nous en arrivons à notre traduction de François-Victor Hugo, nous y reviendrons tout à l'heure. Là, je cède la parole au père, mais on l'a compris, le fils et le père sont liés dans cette entreprise. Une traduction est presque toujours regardée tout d'abord par le peuple à qui on la donne comme une violence qu'on lui fait. Le goût bourgeois résiste à l'esprit universel. Qu'est-ce que nous dit Victor Hugo? C'est que à son époque, donc on est passé à la seconde moitié du 19e siècle, euh, le lectorat est sensible à des normes culturelles, à des normes idéologiques, et il n'accepte pas qu'elles soient euh, euh, bousculées. Toute traduction est justement, la fonction d'une traduction est justement de bousculer, d'être violente. Pourquoi? Parce que la traduction ne dépend pas, n'est pas dépendante du lectorat, mais du monde, de l'esprit du monde, de l'humanité. Non pas ce lectorat spécifique qui va recevoir la traduction, mais l'humanité qui a permis au texte et à la traduction de voir le jour. Le goût bourgeois résiste à l'esprit universel. Et là, il est tout à fait normal donc que pour François-Victor Hugo, la proximité avec Shakespeare s'impose. Être ou ne pas être, c'est là la question. Je vous invite ensuite, je mettrai le PowerPoint sur la page Améthyste. Je vous invite bien sûr à comparer le reste de la traduction. Je n'en ai pas le temps ici même. Euh, Diapositive numéro 16. Et je m'aperçois que euh, j'ai fait un saut chronologique. Bon, tant pis, c'est pas grave. On, on va se jouer aussi de la chronologie. Euh, non, non, en fait, je suis bien avec Yves Bonnefoy, excusez-moi, traduction, diapositive numéro 16. Là, on est dans notre XXe siècle et on va voir que le XXe siècle est fidèle à ce qu'avait choisi le XIXe. Bonnefoy
57. L'enjeu pour moi, c'était de sauver dans la traduction cette voix qui monte chez Shakespeare des situations les plus diverses qu'il met en scène. Une voix qui est expérience de l'être même, découverte des catégories de pensée et des valeurs qui inscrivent la conscience de soi dans l'universel. C'est le même terme d'universel que Victor Hugo avait employé. Ce qui est intéressant, c'est que ce que met de l'avant Yves Bonnefoy, poète, c'est la voix de Shakespeare. Et on peut estimer qu'au niveau de la voix, même prise dans la voix prise dans son acception la plus concrète, la traduction de Shakespeare va aller dans ce sens, euh, dans ce sens-là. La lettre même de la traduction de Shakespeare. Là où François-Victor Hugo avait un être ou ne pas être, c'est là la question. Chez Bonnefoy, être ou n'être pas, point. C'est la question, point. Il y a là une immédiateté, une espèce de, je dirais presque d'accélération du rythme de la langue qui peut être considérée comme encore plus proche de Shakespeare que le, que le texte, que le texte de- que le texte de François Victor Hugo. C'est là l'enjeu. L'enjeu est à la fois formel et culturel. Les grands dossiers de traduction, Homère, l'Iliade, l'Odyssée, le Don Quichotte de Cervantes, Racine, théâtre de Racine, la Bible, Shakespeare, sont des dossiers à traiter d'abord du point de vue de la culture. Alors, la langue, évidemment, la langue, elle évolue, la langue, elle est elle aussi historicisée, et il importe de prendre en considération l'historicité du texte de départ et l'historicité de ma langue, et donc de ce qui sera la traduction que je vais produire. Mais la question, elle est d'abord culturelle, culturelle au niveau du contenu, à essayer de comprendre la nature de cette pièce, quelles sont les composantes culturelles, quelles sont les données culturelles qui apparaissent dans la pièce, dans le texte, et que véhicule le texte, mais aussi culturelle au niveau de la réception. La réception, elle aussi, est dépendante du cadre culturel dans lequel s'inscrit cette réception. Alors, euh, oui, c'est énorme. Les traductions de Shakespeare, c'est en termes quantitatifs des milliers, des milliers de traductions, avec toujours une hésitation. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de s'appuyer sur un objet précis tel que le théâtre de Shakespeare pour voir quelle est la pensée d'une époque donnée, d'une culture donnée sur la traduction, donc des variations entre la traduction littérale et l'adaptation. Euh, la, la, comment dirais-je, la- l'enjeu, c'est un enjeu qui peut se définir comme saisi entre deux pôles, le pôle de la canonicité et le pôle de l'acceptabilité. Sont deux notions qu'on peut utiliser dans vos travaux. La canonicité, c'est Shakespeare, c'est un texte canonique, comme un texte sacré, on n'y touche pas. Mais il y a aussi une exigence contraire qui est l'acceptabilité. Est-ce qu'on peut accepter Shakespeare tel qu'il est? Au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas accepter. Voltaire considérait Shakespeare comme trop brutal. Et dans ses traductions, il omettait tout ce que lui estimait contraire au goût français de son époque. Alors, traduire Shakespeare, bien sûr, il y a des problèmes techniques. C'est la langue de Shakespeare, les archaïsmes ou les néologismes. Shakespeare est un créateur de langue. C'est un de ceux qui ont le plus contribué à nourrir la langue anglaise. Des allusions culturelles qui peuvent être opaques pour nous aujourd'hui.
une référence à la culture anglo-saxonne, mais aussi une référence à la culture de la romanité. Ne pas croire que la Grande, que la, oui, la Grande-Bretagne de Shakespeare, que l'Angleterre de Shakespeare est strictement anglaise. Elle est encore ouverte aux influences romanes. Elle est en dialogue avec la francité, etc., etc. Et puis, il y a Shakespeare lui-même, à savoir les métaphores, tout l'imaginaire qui est propre à Shakespeare comme à tout auteur. Oui, c'est pas facile de traduire Shakespeare. Puis il y a aussi plein de jeux de mots, il y a aussi plein de calembours, euh, des passages qui sont ambigus, qui sont pas facilement compréhensibles, etc., etc. Bref, il est nécessaire de être conscient de tous ces codes stylistiques, textuels, langagiers, culturels, idéologiques. Et ce sont tous ces codes qui vont être négociés dans la pratique de la traduction. Euh, le, L'histoire de la traduction de Shakespeare, c'est aussi d'une certaine manière, comme l'histoire des grandes traductions. Quand je dis l'expression grande traduction, je fais allusion à traduire Shakespeare, traduire Homère, traduire la Bible, traduire Freud. L'histoire des grandes traductions, c'est aussi l'histoire des cultures qui reçoivent ces traductions. Au XVIIIe, au XIXe siècle en Europe, on, on traduit abondamment Shakespeare parce que traduire Shakespeare, c'est affirmer des identités culturelles. Je le disais la semaine dernière par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne traduit et en traduisant, elle trouve son identité culturelle. Mais il en va de même pour les autres pays européens. Euh, au demeurant, on ne traduit pas forcément directement les traductions indirectes au XVIIIe et au XIXe siècle. Les traductions indirectes sont tout à fait acceptées pour Shakespeare, et notamment les traductions à partir des traductions françaises. C'est largement par la France que Shakespeare est introduit en Europe. Les traductions de Ducy, euh, auxquelles je faisais mention dans les tableaux précédents, ont été traduites, donc Jean-François Ducy, D-U-C-I-S, ont été traduites en italien, en portugais, en russe, en espagnol, en polonais, en turc, etc., etc. C'est la même chose pour les traductions en français de Le Tournaire, qui eux-mêmes vont être retraduits. Bon, la traduction en langue allemande, en revanche, va précisément euh, à, à- vont précisément être une espèce de retour à l'original, et ce sont les grandes traductions. Les grandes traductions de Schiller, par exemple, on parle d'un Shakespeare allemand. Les traductions de Schiller, une des grandes figures de la littérature allemande du 19e siècle, euh, les traductions ont créé ce phénomène d'un Shakespeare allemand parce que la traduction de Shakespeare a eu un rôle fondamental dans l'évolution de la culture allemande, et parce que le texte en allemand de ces traductions-là est de très très haute qualité. Euh, Ce qui est intéressant, c'est aussi la réception de la nature du théâtre de Shakespeare. Le théâtre de Shakespeare est un théâtre qui mêle les niveaux, qui est un théâtre qui mêle, disons, une espèce de goût populaire et de références classiques, de références à une certaine culture classique, c'est-à-dire un certain élitisme. Et selon les périodes, les traductions vont choisir dans cet amalgame que représente le théâtre de Shakespeare entre goût populaire et goût élitiste, vont choisir telle ou telle sensibilité plus qu'une autre. Encore une fois, Shakespeare peut être accepté
Mais est-il acceptable dans sa totalité? Les époques et les cultures vont s'opposer. Le 18e siècle français va être dans une position de méfiance à l'endroit de Shakespeare, et c'est notamment Voltaire qui va exprimer cette méfiance. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que quand une culture résiste à Shakespeare, ça montre l'influence de Shakespeare. Donc, quand dans la traduction de Shakespeare, il y a des formes de censure, ça montre à quel point l'influence, le poids de Shakespeare est considérable. Il faudrait aussi faire la part de la traduction du théâtre et de la traduction des sonnets pour examiner aussi les modes de réceptivité de Shakespeare. Est-ce que il y a une résistance au théâtre qu'on ne trouve pas dans les sonnets? Est-ce que c'est la même résistance? Est-ce que c'est la même considération? On a vu pour le 19e siècle français, tel que l'incarne Hugo, père et fils, il n'y a pas de résistance. Au contraire. Au contraire, on s'aperçoit que l'identification à Shakespeare va être un moteur de créativité à la fois pour, bien sûr, le traducteur qu'est François-Victor Hugo, que pour son père, Victor Hugo, qui va trouver dans Shakespeare, le Shakespeare qui est en train de traduire son fils, une figure tutélaire. Je le disais, la traduction commence vers 1850, quand la famille Hugo se retrouve dans les îles anglo-normandes et va aller jusque la fin des années 1860. Euh, le, L'ensemble des traductions est paru. La première traduction en 59, le dernier volume en 64. Ce qui est intéressant, c'est que le projet de traduction est accompagné, et pour nous qui essayons d'étudier la traduction dans l'histoire littéraire, la chose est importante, est accompagné d'un paratexte qui éclaire les choix de traduction, qui éclaire les positions théoriques. Euh, on trouve de la plume de François-Victor Hugo des observations générales sur cette traduction. On trouve également, et je l'ai dit, chez le père, chez Victor Hugo, une préface qui va devenir un texte en lui-même. La préface pour cette nouvelle traduction de Shakespeare, Hugo commence à l'écrire à la demande de l'éditeur parisien de cette traduction. Et aussi à une époque où on préparait, là c'est un événement culturel, le tricentenaire de la naissance de Shakespeare, 1864. Shakespeare étant Shakespeare, la France va célébrer la naissance de cet immense auteur euh, européen. Mais la préface d'Hugo va ne paraître qu'en 65. Elle est demandée en 64, mais elle va apparaître en 65 avec le volume de la traduction de François-Victor Hugo qui comprend les sonnets, parce que, et là c'est intéressant par rapport à une considération que je partageais il y a quelques instants, François-Victor Hugo, dans la même foulée dans le même ensemble, traduit et le théâtre de Shakespeare et les sonnets de Shakespeare. Le, le Shakespeare, la préface va devenir un essai considérable de plusieurs centaines de pages de Victor Hugo, intitulé, intitulé tout simplement William Shakespeare. Si on ouvre les observations générales sur cette traduction,
La première observation, c'est que François-Victor Hugo insiste sur le fait qu'il ne s'appuie pas sur la traduction de Le Tourneur, qu'on a cité ici à plusieurs reprises, mais sur le texte de Shakespeare, ce qui montre bien qu'il était tout à fait admis de traduire à partir d'une traduction. D'autre part, son projet s'inscrit dans une perspective sociopolitique. Euh, je cite donc les considérations sur la traduction, disons-le hautement, pour qu'une traduction littérale de Shakespeare fût possible, donc ce qu'il présente comme sa traduction, il fallait que le mouvement littéraire de 1830 eût vaincu. Il fallait que la liberté qui avait triomphé en politique eût triomphé en littérature. Il fallait que la langue nouvelle, la langue révolutionnaire, la langue du mot propre et de l'image eût été définitivement créée. En d'autres termes, le mouvement littéraire de 1830, c'est celui qu'a initié son père. Il fallait que la révolution romantique de Victor Hugo soit advenue pour que cette traduction de Shakespeare, tablant sur le littéralisme de la pratique de traduction, soit admise. Donc la traduction fait partie de l'histoire des idées, de l'histoire de la politique, de l'histoire de la littérature de son siècle. Euh, le, la volonté, encore une fois, de repartir du texte de Shakespeare, c'est aussi une volonté, d'une certaine manière, qui cherche à établir le dialogue direct avec le passé. Ce qui est considérable, c'est que quand on voit dans les notes de traduction, etc., l'incroyable travail de recherche de François-Victor Hugo. Dans sa traduction, on voit plus d'un millier de pages d'introduction, plus d'un millier de pages de notes et d'appendices. C'est donc toute une somme de documentation historique. Et ça, c'est intéressant. François-Victor Hugo, traducteur de Shakespeare dans la deuxième moitié du XIXe siècle, considère que le travail de recherche historique est essentiel à la pratique de la traduction. Euh, le, cette notion de l'importance de l'histoire. Euh, quand François-Victor Hugo traduit Shakespeare, Victor Hugo, lui, travaille, entre autres, hein, la légende des siècles. La légende des siècles, c'est cette entreprise poétique de reconstitution de toute l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ce sens de l'histoire, se placer résolument dans le sens de l'histoire, est partagé et par Victor Hugo et par son fils traducteur. C'est une histoire qui est là et qui est indispensable à notre compréhension. Le sens de l'histoire développé par Victor Hugo et par son fils est indispensable à notre compréhension de ce projet de traduction de l'œuvre de Shakespeare. Son William Shakespeare, donc, qui va paraître, qui ensuite va être publié en tant que tel, euh, et la première édition apparaît en 64, est une œuvre extrêmement importante parce qu'elle permet de comprendre, au-delà de l'enjeu de la traduction de Shakespeare par François-Victor Hugo, de comprendre ce qu'est le romantisme, ce qu'est un esprit libre, ce qu'est la conscience politique de la nécessité de défendre la République, ce qu'est aussi l'exil et puis ce qu'est la littérature. C'est toute l'esthétique du romantisme qui va se déployer dans la lecture que donne Victor Hugo de Shakespeare, lecture qui transpire dans la traduction de son fils. Alors je l'ai dit, le William Shakespeare, un des prétextes, c'est le tricentenaire de la naissance de Shakespeare qui va permettre à Victor Hugo de se livrer un éloge de Shakespeare et de ce qu'il représente comme liberté artistique, comme liberté créatrice.
Donc, bien sûr, accompagné aussi par la publication des œuvres complètes de Shakespeare par François-Victor Hugo. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le William Shakespeare, donc de Victor Hugo, un essai devenu autonome à partir de la préface qu'il écrit pour la traduction de son fils, c'est aussi une réponse à un certain nombre d'attaques critiques dont, à l'endroit des Misérables, le roman d'Hugo paru en 62. Donc, encore une fois, c'est Shakespeare, je disais tout à l'heure, Shakespeare qui permet d'accueillir Proust, mais c'est aussi Shakespeare qui permet à Victor Hugo de se défendre, donc d'accueillir d'une certaine manière Victor Hugo dans la littérature, donc là dans la littérature européenne. Shakespeare va lui permettre de réfléchir sur ce que est le génie. Euh, Shakespeare est un génie parce que il crée des prototypes humains, Hamlet, Macbeth, Othello, le roi Lear, etc. Il est évident que ces prototypes humains sont ceux que Victor Hugo cherche aussi à produire. Les Misérables, ai-je mentionné, eh bien c'est Cosette, eh bien c'est Jean Valjean, eh bien c'est Fantine, etc., etc. C'est aussi une réflexion sur le rapport entre un écrivain et le contexte national. Le, Victor Hugo réfléchit aussi bien sûr sur les normes littéraires. Défendre Victor Hugo d'une certaine manière, c'est attaquer les règles du théâtre classique français, c'est se libérer des règles du théâtre classique français. Et il ne faut pas oublier que Victor Hugo est un auteur de théâtre. Et dans sa préface, dans la préface qu'il écrit pour sa pièce Cromwell, préface qui a valeur de manifeste, il va aussi prôner le refus des règles contraignantes du théâtre classique, les unités de temps d'action, etc., etc. Shakespeare, c'est le contraire du bon goût théâtral français, c'est le contraire d'une esthétique classique que Victor Hugo et son fils traducteurs vont récuser dans ce travail donc d'essayiste de Victor Hugo et de traduction de François-Victor Hugo. Shakespeare, dit Victor Hugo, est un semeur d'éblouissement. Euh, Shakespeare, c'est l'exubérance, la mamelle gonflée, la coupe écumante, la cuve à plein bord, la sève par excès, la lave en torrent, etc., etc. Il y a tout un cortège comme ça d'expressions qui montrent la démesure de Shakespeare, cette démesure, c'est-à-dire sortir de la mesure, que Victor Hugo revendique et qu'il trouve illustrée dans le théâtre de Shakespeare et dans la nouvelle écriture du théâtre de Shakespeare, qu'est la traduction de son fils. Donc il est important, encore une fois, de mettre en parallèle l'histoire de la littérature et l'histoire de la traduction. Il faut tout accepter chez Shakespeare, les calembours, le mauvais goût, les images discutables, le mélange des styles, etc., etc. Parce que ce que défend Victor Hugo, c'est un art qui serait autonome. Euh, Rappelons que Voltaire a francisé Shakespeare jusque dans son prénom. Voltaire parle de Gilles Shakespeare. Et c'est vrai que bon, les deux prénoms de Gilles et William sont liés, mais il refuse le William et c'est Gilles Shakespeare. Et ce qui est intéressant, c'est que la francisation voltairienne, eh bien c'est l'ennemi pour Hugo le penseur et Hugo le traducteur, pour Victor Hugo et François Victor Hugo. C'est aussi la France de son temps que va attaquer Victor Hugo en défendant les personnages historiques de Shakespeare. Il va défendre le Macbeth, il va défendre Hamlet contre ces pâles figures
historique que sont les responsables politiques de son temps. Dernier point, le William Shakespeare de Victor Hugo, c'est aussi une autobiographie. Il parle aussi de lui. Et encore une fois, il parle de lui en, en commentaire de la traduction de son fils. Et le lien entre traduction et autobiographie est évident. Une de nos étudiantes a montré que dans la langue arabe, il y avait une étymologie commune entre traduire et écrire une biographie. Le William Shakespeare de Victor Hugo, c'est aussi un écrit autobiographique. Autobiographique qui est aussi l'autobiographie de ses années d'exil. Je rappelle que euh, les deux créateurs, Victor Hugo et son fils, sont en exil. Euh, à la fin de sa préface, Victor Hugo va écrire: cette traduction de Shakespeare, c'est en quelque sorte le portrait de l'Angleterre envoyé à la France. À une époque où l'on sent approcher l'heure auguste de l'embrassement des peuples, c'est presque un acte, et c'est plus qu'un fait littéraire. Il y a quelque chose de pieux et de touchant dans ce don qu'un Français offre à sa patrie, d'où nous sommes absents, lui et moi, par notre volonté et avec douleur. Euh, la traduction de Shakespeare est aussi un, une trace de l'expérience, euh, euh, d'une expérience qui est celle de l'exil. Donc encore une fois, cette marque de l'historicité de la pratique de la traduction euh, apparaît ici. Euh, je regarderai l'océan et moi je traduirai Shakespeare. Souvenons-nous la, de la citation qui figurait dans la première diapositive. Euh, Traduire Shakespeare, regarder l'océan, sont deux manifestations d'expérience exilique. Et traduire, c'est à la fois traduire l'historicité du sujet traducteur et révéler l'historicité dans lequel cette pratique, cette traduction opère. Euh, il est politique. Il reconnaît dans sa lecture de Shakespeare, donc la lecture d'un auteur étranger, et dans la traduction euh, qu'en fait son fils, un acte politique. Il écrit toujours dans son William Shakespeare: traduire un poète étranger, c'est accroître la poésie nationale. Je répète, traduire un poète étranger, c'est accroître la poésie nationale. Il continue: une langue dans laquelle on transvase de la sorte un autre idiome fait ce qu'elle peut pour refuser. Elle en sera fortifiée plus tard. En attendant, elle s'indigne. Quelle idée a-t-on de venir lui mêler dans le sang cette substance des autres peuples? Elle est cette nourriture. Donc la première réaction pour Victor Hugo, c'est le refus. C'est une substance étrangère et le corps national n'en veut pas. Mais le gain est là. C'est qu'avec cette nourriture étrangère, le corps national va évoluer. Traduire un poète étranger, c'est accroître la poésie nationale. Et l'histoire de la traduction ne peut que se comprendre dans cette position aussi par rapport à le rapport à l'étranger. Euh, Lire le William Shakespeare, c'est aussi lire un essai de traductologie. Shakespeare, reconnaît Victor Hugo, est un des poètes qui se défendent le plus contre le traducteur. Euh, il parle de la langue de Shakespeare comme un idiome. Shakespeare, dit-il, échappe par l'idée, échappe par l'expression, échappe par le style. C'est intéressant cette notion d'échapper, parce qu'elle présume le fait que le traducteur va ensuite rattraper l'auteur. Euh,
euh, l'échappée de l'auteur pour le traducteur est en fait un bienfait, parce que le traducteur va nécessairement devoir trouver les dispositifs qui lui permettent de rattraper l'auteur. Et pour Victor Hugo, c'est à tous les niveaux, au niveau de la langue, au niveau de la philosophie, au niveau de la culture. Euh, l'événement de la traduction de Shakespeare, c'est tout simplement euh, l'événement suscité par ce que représente Shakespeare dans la culture occidentale et qui est reposé pour chaque époque, pour chaque situation de traduction. Il écrit comme la question biblique, comme la question homérique, comme la question dantesque, la question shakespearienne existe. L'étude de cette question est préalable à la traduction. L'étude de cette question, donc la question shakespearienne, est préalable. C'est quoi cette question shakespearienne? Eh bien, c'est tout ce que représente comme défi pour l'époque qui traduit, ce que représente comme défi de traduction l'œuvre. Défi de traduction parce que l'œuvre vient d'une autre époque, vient d'une autre culture. Que peut-on accepter? Que peut-on recueillir de cette culture? Comment peut-on être enrichi par cette culture qui vient d'ailleurs, par cette altérité? La question shakespearienne. La question shakespearienne nous a donc occupés pour cette quatrième séance. Euh, et il est important de conclure sur cette idée, la question shakespearienne, la question biblique. Tous les grandes traductions dont je vous ai parlé, la Bible, Homère, etc., sont des renvois à un ensemble qui dépasse les seuls enjeux de traduction, mais que la traduction permet de révéler. La traduction comme un immense dispositif de révélation. Traduire une œuvre, c'est comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les visées, quels sont les horizons d'une œuvre. Et donc la traduire, et donc la considérer dans son histoire est une attitude totalement légitime. Donc je vous demande donc je vous ai demandé initialement de suivre mon exposé à partir du PowerPoint que vous trouverez sur la page Amétis. Vous trouverez également donc parmi les lectures donc sur la page Amétis un texte qui n'a rien à voir avec Victor Hugo ou Shakespeare, qui est un texte qui vient de paraître dans le journal Libération, qui est un manifeste contre l'intelligence artificielle dans la pratique de traduction. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, ces réflexions-là témoignent d'une historicité. Traduire aujourd'hui, c'est traduire dans le contexte historique où règne, en, en maîtresse absolue, dirais-je, l'informatique et bientôt l'intelligence artificielle comme élément fondamental de la création. Et donc, notre historicité aujourd'hui, c'est réfléchir à ce que veut dire traduire quand la concurrence, entre guillemets, de l'intelligence artificielle se fait de plus en plus pesante. Et donc, lire les arguments des auteurs de cette tribune nous permettent de comprendre, de saisir quelle est l'historicité du débat. Voilà, donc vous trouverez ce document et je vous invite à le lire également et à y réfléchir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la 5e séance, donc enregistrée de notre cours. En revanche, la 6e séance sera en présentiel puisque vous êtes invités à présenter très très rapidement parce que vous êtes nombreuses et nombreux, donc en 2 minutes, 3 minutes, voire moins, le sujet sur lequel vous travaillez à la fois pour en informer vos camarades et pour que je puisse exprimer mon avis sur la pertinence
de ce sujet.